des tonnes de boue dévalent la montagne. Une force de la nature que rien ne semble pouvoir arrêter. Les coulées boueuses. Ces catastrophes naturelles ne laissent aucune chance aux victimes. C'est comme si quelqu'un avait soulevé les maisons et les avait jetées dans un mixeur. Un phénomène d'une puissance telle qu'il est capable de transporter d'énormes blocs de pierre. On se bat! Grâce à la science, nous savons qu'il existe plusieurs types de coulées boueuses. Parmi les plus connus, les coulées de boue. C'est la forme la plus liquide d'un glissement de terrain. La petite ville d'Ozo, aux États-Unis, a été ravagée par un monstre de ce type. Ici, des millions de tonnes de boue ont englouti un quartier entier. Ça représente 75 000 bus qui descendent d'un coup cette pente à une vitesse de l'ordre de 90 km/h. Pire, en février 2010, l'île de Madère a été victime de plusieurs coulées de boue qui se sont déclenchées en même temps. À ce stade, on ne savait pas si c'était des tempêtes ou un tremblement de terre, parce qu'il y avait des coulées de boue de partout. Des pluies exceptionnelles vont aussi transformer les rivières de l'île en un véritable tueur de boue. C'est comme si un assassin passait, faisait des victimes et repartait. Dans les Alpes, les scientifiques chassent un autre type d'écoulement boueux rare, mais spectaculaire, les laves torrentielles. Mais c'est en Amérique du Sud que cette force de la nature peut être la plus dévastatrice. Ce sont des cailloux qui font plusieurs mètres de haut et qui viennent percuter les murs de votre maison. Il faut imaginer que vous avez un premier impact et ensuite toute la vague sédimentaire qui va arriver derrière vous. Dans le monde, la boue menace aussi les centaines de millions d'habitants qui se sont installés au pied des volcans. Les cendres d'une éruption volcanique peuvent engendrer une coulée boueuse particulièrement destructrice, les lahares. Dans certains cas, les lahares font plus de victimes que les éruptions elles-mêmes. Ça a été le cas en Colombie, où la lave volcanique a fait fondre un glacier et déclenché un des lahares les plus meurtriers de l'histoire. Cette débâcle glaciaire, avec ses volumes considérables, font que cette ville qui était située à 60 km a été complètement dévastée par le lahar. Un désastre qui va surprendre et tuer plus de 20 000 habitants dans la petite ville d'Armero. Coulées de boue, lave torrentielle ou lahar, si ces catastrophes naturelles ont des origines souvent différentes, les conséquences restent les mêmes. D'énormes quantités de boue qui ensevelissent chaque année des milliers de personnes dans le monde. Comment peut-on expliquer ces différentes coulées boueuses aux forces spectaculaires ? Des avalanches de terre comme celle-ci ne sont pas rares sur la planète. Ces phénomènes provoquent chaque année entre 5 et 10 000 catastrophes à travers le monde et se déclenchent principalement dans les zones de montagne. Comme par exemple les Alpes et les Pyrénées en Europe, ou encore les Andes en Amérique du Sud. Mais c'est en Asie que les experts en enregistrent le plus. Principalement sur les fortes pentes des volcans de la ceinture de feu et dans la chaîne de l'Himalaya. Si ces masses de terre qui dévalent les pentes à de grandes vitesses peuvent prendre de nombreuses formes, les spécialistes donnent un terme scientifique à cette force de la nature: le mouvement de masse. Le terme mouvement de masse permet de distinguer trois grands types de mouvements. Des mouvements de type glissement, stricto sensu, des mouvements de type coulée et des mouvements de type chute de bloc. Lorsque les scientifiques parlent de glissement de terrain, ils désignent le déplacement d'une masse de terre rigide qui glisse le long d'une pente. Quand ce mouvement de terrain évolue en une forme plus liquide, les experts appellent alors ce phénomène une coulée boueuse.
Quant au troisième type de mouvement de masse, il est aussi appelé éboulement. Ici, ce sont des blocs de pierre qui provoquent des chutes spectaculaires. Ces 10 dernières années, ces terribles mouvements de terrain ont fait plus de 50 000 victimes. Les pays où l'on en compte le plus sont le Népal, l'Inde et la Chine. En Chine, un de ces mouvements de masse a provoqué une catastrophe spectaculaire dans la petite ville de Sukun. Le 28 septembre 2016, ce glissement de terrain cause la mort de 27 personnes ensevelies sous les blocs de pierre. Et les conséquences peuvent être encore pires, lorsque deux de ces phénomènes se conjuguent, comme ça a été le cas aux États-Unis le 22 mars 2014. Au nord-ouest du pays, dans l'État de Washington, se trouve la petite commune d'Ozo, 180 habitants. Dans ce quartier paisible dominé par cette colline, un premier glissement de terrain va mettre en mouvement des millions de tonnes de terre. Sous l'action de l'eau, cette masse de terre va se transformer en une gigantesque coulée de boue. Ces images, filmées par la police, nous dévoilent un paysage de désolation. Il y a une coulée de boue. Toutes les maisons ont disparu. Les scientifiques ont estimé le volume de cette masse de terre à 7,5 millions de mètres cubes. Si on prend en compte qu'un bus, par exemple, que vous prenez tous les jours, fait 100 mètres cubes, ça représente 75 000 bus qui descendent d'un coup cette pente à une vitesse de l'ordre de 90 km/h. L'énergie de cette coulée a été estimée en 30 térawatts, ce qui correspond à la moitié de l'énergie dissipée par l'explosion de la bombe d'Hiroshima. C'est comme si quelqu'un avait soulevé les maisons et les avait jetées dans un mixeur. On a découvert des corps et on a dû appeler les autorités pour qu'on les enlève. Au total, les autorités ont fait état de 43 personnes mortes, ensevelies sous des millions de tonnes de boue. J'ai le regret de vous annoncer que nous n'avons trouvé aucun survivant aujourd'hui. Mais que s'est-il passé ce jour-là? Si les précipitations sont fréquentes dans cette partie des États-Unis, à la fin de l'hiver 2014, les météorologues américains enregistrent des mesures pluviométriques records dans la petite commune d'Ozo. Avant le déclenchement de la coulée d'Ozo, il y a eu une période de pluie importante pendant 1 mois et demi. La quantité d'eau qui est arrivée durant ce mois et demi est 2 fois supérieure au normal. Cette quantité d'eau importante s'est infiltrée dans le sol et a saturé les sols. Pour comprendre comment les fortes précipitations peuvent mettre en mouvement une telle quantité de terre, il faut s'intéresser à la géologie des sols. Dans les environs d'Ozo, nous sommes en présence d'un relief composé de plusieurs couches. La surface est formée de sable fin, un sol perméable à l'eau de pluie. Un peu plus bas, l'eau va rencontrer une seconde strate composée principalement d'argile. Lorsque vous avez des argiles dans un sol ou dans une formation superficielle, ces argiles peuvent avoir la capacité donc d'avoir une augmentation du volume simplement par variation de teneur en eau. Cette réaction à l'eau de la couche argileuse entraîne la formation d'une zone de déclenchement des glissements de terrain. Les spécialistes parlent d'une surface de rupture. La surface de rupture, on peut l'imaginer comme une espèce de couche savon. On aura une lubrification progressive du matériau qui va pouvoir glisser de manière préférentielle sur cette surface. À Ozo, 18 millions de tonnes de terre sont entraînées. Elles glissent d'abord doucement, le long de la pente. Mais un peu plus bas, un autre élément vient perturber cette avalanche de terre. Cette matière restée encore solide se transforme subitement en une gigantesque coulée de boue. Une coulée de boue est très souvent l'évolution quasi ultime d'un mouvement de terrain lent. On va essentiellement avoir des coulées de boue parce qu'on a une transformation de la masse plus ou moins rigide en une masse plus visqueuse, voire complètement liquide. Cette transformation, les spécialistes l'expliquent par la liquéfaction des sols. À la base, un sol argileux est dur comme de la pierre.
car les grains qui le composent sont attirés les uns vers les autres par la force physique, dite électrostatique. Mais une caractéristique va tout changer. Les argiles présentent une quantité non négligeable de vide, qu'on appelle la porosité, et qui peuvent être comblées par de l'eau. C'est la pression de l'eau qui va écarter les différents grains qui composent ce sol. En écartant ces grains, on va réduire la cohésion et donc on va pouvoir permettre à une pente de se déstabiliser et de se transformer en glissement de terrain. Dans le cadre du glissement d'Ozo, les experts pensent que c'est la rivière Stillaguamish qui a apporté le surplus d'eau nécessaire pour transformer ce solide en une coulée de boue destructrice. Cet écoulement a parcouru une distance de plus d'1 kilomètre. En quelques secondes, il a recouvert une superficie équivalente à 350 terrains de football sur une épaisseur de 3 mètres en moyenne. Les coulées boueuses, en fonction de leur viscosité, ont la capacité d'infiltrer plus ou moins fortement l'ensemble des interstices présents, ce qui laisse beaucoup moins de chances aux personnes prises dans une coulée de pouvoir en réchapper. En effet, cette masse liquide s'est infiltrée dans les moindres espaces des maisons, ne laissant aucun espoir aux sauveteurs de retrouver des survivants. Facteur aggravant pour les secouristes, cette terre rendue extrêmement pâteuse par la forte présence d'argile ne se solidifie plus, car pour cela, il faudrait qu'elle puisse sécher. La masse est venue bloquer la rivière, donc vous avez de l'eau qui monte derrière en fait, le dépôt de ce glissement-là, et ça va alimenter en eau de manière continue le dépôt de boue. Donc le dépôt ne peut pas sécher. Une des difficultés importantes pour les secours a été de pouvoir se déplacer efficacement au sein de la coulée, notamment à cause du matériau rendu extrêmement visqueux et dont on peut comparer l'état mécanique à des sables mouvants. Face à ces difficultés, des dizaines de secouristes sont mobilisés pendant plusieurs semaines. Il s'agit jusqu'à aujourd'hui d'une des coulées de boue les plus meurtrières des États-Unis. Alors cette catastrophe était-elle prévisible? Selon les spécialistes, les sols instables de la région sont propices au glissement de terrain. Mais personne n'avait envisagé des dégâts d'une telle ampleur. Pour la plupart, c'est une catastrophe inimaginable. Pour nous, géologues, on peut voir des indices ou regarder la topographie et le terrain pour essayer de prévoir que quelque chose de ce genre puisse se produire. Mais même un géologue ne peut vous dire quand une telle catastrophe aura lieu, ni prévoir si cela peut être dangereux ou pas. Des événements exceptionnels qui nous rappellent à quel point cette force de la nature peut être dévastatrice. Pourtant, dans certains cas, ces catastrophes pourraient être évitées. Car de plus en plus souvent, c'est l'homme qui en est le principal responsable. En voici un exemple terrible. Le 20 décembre 2015, un quartier entier de la mégapole chinoise Shenzhen est enseveli sous la boue. Plus de 100 000 mètres carrés ont été subitement rayés de la carte. La boue coulait à flot, vive comme une rivière. Quand je suis arrivé là-bas pour aider ma famille à sortir, la maison était déjà submergée. Mais qu'est-ce qui a pu causer une telle catastrophe? Cette coulée de boue est particulière, car elle s'est déclenchée sur un massif qui n'est pas d'origine naturelle, mais qui a été entièrement façonné par l'homme. Shenzhen se situe aux portes d'Hong Kong et compte plus de 12 millions d'habitants. Depuis plusieurs années, son développement urbain effréné a causé un problème majeur. Vous avez à Shenzhen un grand chantier qui est la construction d'un système de ponts et de bâtiments qui a engendré de grands débris. Donc on a accumulé ces débris au cours du temps. Pendant plusieurs années, ces matériaux de déblais ont été empilés dans une ancienne carrière sur une hauteur pouvant atteindre une centaine de mètres. Pour que ce gigantesque amas de terre se transforme en une coulée de boue, il ne manquait plus qu'un élément déclencheur. Une grande quantité de pluie qui a liquéfié ces tonnes de débris.
Le glissement de terrain de Shenzhen a été particulièrement destructeur parce que vous avez eu un volume très important de sédiments qui s'est déclenché et en plus parce qu'il était à proximité immédiate de toutes les habitations. Donc forcément, vous n'avez pas besoin d'avoir une longue distance de parcours pour avoir des dégâts sur la zone impactée. Donc il a été particulièrement fort à cause de ça. L'urbanisation sauvage est aujourd'hui souvent mise en cause dans le déclenchement des coulées de boue dans les zones à risque. Au cœur de l'océan Atlantique, c'est le cas de la petite île de Madère. Car cette île au relief très escarpé est traversée de nombreuses rivières. Malgré ses contraintes géographiques, Funchal s'est fortement développé sur ses collines abruptes. Une urbanisation galopante qui est chaque année menacée par les inondations. Ces stigmates proviennent de la plus récente catastrophe naturelle, un événement sans précédent. Il faut revenir en 2010, au mois de février. Les relevés pluviométriques sont exceptionnels. Depuis plusieurs semaines, il ne cesse de pleuvoir. Le samedi 20 février, une tempête apporte en une seule journée l'équivalent de plusieurs mois de pluie. Le météorologue Victor Prieur a pu mesurer la catastrophe. Je me suis levé à 7 h du matin et je suis arrivé ici à l'observatoire. Et tout d'un coup, ça a commencé à la pluie si forte comme je n'avais jamais vu. 30 cm en 4 ou 5 heures, c'est catastrophique. Quand les scientifiques parlent de 30 cm de pluie, il faut comprendre une accumulation de 300 litres d'eau, soit l'équivalent de 2 baignoires, sur seulement 1 mètre carré. Une quantité d'eau colossale qui tombe sur la totalité de l'île. Les sols sont rapidement saturés et les terrains deviennent instables. Conséquence, les constructions à flanc de collines sont emportées par les premières coulées de boue. À ce stade, on ne savait pas si c'était des tempêtes ou un tremblement de terre, parce qu'il y avait des coulées de boue de partout. Si la terre se met à glisser aussi facilement, c'est surtout à cause de cette urbanisation qui s'est développée au détriment du couvert forestier. Celui-ci joue pourtant un rôle fondamental dans la stabilisation des pentes. La déforestation est un facteur aggravant du déclenchement de mouvements de terrain pour diverses raisons. Il faut savoir que si on a un couvert végétal qui est présent sur une pente, ce couvert végétal va agir de différentes manières pour stabiliser le terrain. La première manière, c'est la présence de racines. Les racines vont quelque part servir à ancrer le matériau de manière forte à l'intérieur du terrain. Et l'autre aspect, c'est que la présence d'un arbre ou d'une forêt, d'un couvert végétal assez dense, va permettre qu'il y ait moins d'infiltration d'eau de pluie. Le 20 février à Madère, cette absence de végétation va déclencher une seconde catastrophe. Les rues de Funchal sont envahies par des inondations extrêmement violentes et chargées en boue. Quand j'ai compris ce qui se passait, je suis resté chez moi. Mais de mon balcon, j'ai vu que la ville s'était transformée en un véritable chaos. Un chaos qui vient des montagnes. C'est dans ces pentes raides que les inondations soudaines puisent leur force. Les spécialistes appellent ce phénomène des crues torrentielles. C'est dans ce massif au cœur de l'île de Madère que l'eau a puisé sa force. Ici, on se situe à 1700 mètres d'altitude et on est à peu près à 10 km de la ville de Funchal. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? À cause de l'homme, toute cette partie de la montagne est devenue désertique à cause des incendies, du déboisement et du pâturage. Et aujourd'hui, cette intervention humaine est l'un des grands responsables de la catastrophe du 20 février. Ces sols dépourvus de tout couvert végétal n'absorbent plus l'eau de pluie.
Cette eau ruisselle à la surface et dévale les pentes les plus raides. Elle prend de la vitesse, génère une puissance capable de tout emporter sur son passage et se charge en matériaux divers. Lorsque cette boue s'engouffre dans des vallées étroites, elle peut, avec les matériaux qu'elle a emportés, former des barrages naturels. Mais sous la pression qui s'accentue, ces barrages cèdent et libèrent une énorme onde de choc qui ravage alors tout sur son passage. Lorsque la pluie s'arrête 2 ou 3 heures plus tard, le calme revient. C'est comme si un assassin passait, faisait des victimes et repartait. Dans l'après-midi, les pluies et les crues torrentielles se calment enfin. Les habitants sont démunis. Ils ne peuvent que constater l'ampleur des dégâts. Funchal est ravagé. On estime à près de 1,4 milliard d'euros le coût d'une reconstruction qui prendra plusieurs années. Quant au bilan humain, il est aussi très lourd. On déplore plus de 40 victimes. Lorsque ces crues se forment dans des pentes encore plus abruptes, elles emportent une quantité gigantesque de matériaux et font naître une autre forme de coulée boueuse que les scientifiques appellent lave torrentielle. Ces images ont été filmées en 2018 par un habitant suisse. Il est le témoin de ce phénomène particulièrement dangereux. On a une crue qui va se transformer en une coulée particulière dont le comportement est très proche d'une lave au sens volcanique du terme. La lave torrentielle est constituée au moins de 50% de débris rocheux. L'eau est donc noire. Dans une lave torrentielle, il y a à peu près 3/4 de matériaux et 1/4 d'eau. Donc il faut imaginer que vous mélangez un verre d'eau avec 3 verres de matériaux. C'est un mélange boueux. On peut voir l'analogie avec les sables mouvants. Les sables mouvants, dès que vous commencez à vous enfoncer, vous n'avez plus aucune liberté. Eh bien, c'est pareil pour ces phénomènes de lave torrentielle. Ils sont tellement visqueux qu'on ne va pas pouvoir échapper, entre guillemets, on ne va pas pouvoir nager. On est très vite emporté par ces phénomènes. Un phénomène souvent imprévisible. Les images sont donc rares. Pourtant, cet amateur a réussi à filmer cette coulée qui dévale les pentes du torrent du Claret, situé dans les Alpes françaises. Une vidéo qui nous permet de comprendre la composition très particulière d'une lave torrentielle. Elle est aussi constituée d'éléments grossiers, de taille extrêmement variable, parfois supérieure à 1 mètre cube. 1 mètre cube, ça représente ce bloc de pierre qui semble flotter à la surface de cette lave torrentielle. Son poids dépasse déjà les 2 tonnes. Alors comment une telle coulée peut-elle emporter des blocs d'une telle dimension ? De par cette concentration extrêmement importante, la densité aussi du mélange est très importante et elle est relativement peu inférieure à celle des gros blocs présents à l'intérieur. Ce qui veut dire que ces gros blocs peuvent être assez facilement transportés et que visuellement on peut même les voir flotter en surface de l'écoulement. Il faut un peu imaginer ça comme des liquides que tout le monde connaît, comme du miel, par exemple, qui a une certaine viscosité. Si vous posez, par exemple, une petite bille ou un grain sur le miel, ce grain ne va pas s'enfoncer, parce que le miel a une certaine viscosité. Bien, c'est pareil pour les laves torrentielles. Vous avez ce mélange entre les sédiments et l'eau qui font qu'on a une boue qui est extrêmement compacte, qui est capable de se déplacer très vite, mais qui est aussi tellement compacte qu'elle va avoir cette force de portance. Donc les éléments les plus grossiers vont rester à la surface, comme un petit grain à la surface du miel lorsque le miel s'écoule le long d'une pente. Une force inouïe qui permet de déplacer des blocs d'une taille spectaculaire. Comme ça a été le cas dans les Alpes sur l'un des affluents de la Durance. Une équipe de l'Office national des forêts a découvert dans le torrent du Boscodon ce rocher impressionnant. Il a été déplacé par un simple écoulement de lave torrentielle. Il a été capable de transporter un bloc de 250 mètres cubes, ce qui fait 600 tonnes. Et il faisait 11 mètres de haut pour 6 mètres de large. Donc c'est quelque chose de très impressionnant. Il n'a pas transporté sur une grande distance. En revanche, il a été capable de le soulever, de le déposer.
Ce genre de bloc est charrié dans la partie avant de la lave torrentielle. On appelle cette partie de l'écoulement un front de lave. Après le front, suit le corps de lave. Il présente un aspect déjà bien plus boueux. La plupart des blocs de pierre se retrouvent noyés dans un mélange de sable et d'argile. Enfin, la troisième partie est appelée la queue de lave. C'est la partie la plus liquide de l'écoulement. La particularité d'une lave torrentielle est son caractère répétitif. Des vagues de matériaux se succèdent. Ce phénomène est appelé par les scientifiques des bouffées de lave. Ces bouffées sont liées au fait que dans la lave torrentielle, on a des débris rocheux et de l'eau, et l'ensemble de ces matériaux ne circulent pas à la même vitesse. On a des éléments qui vont extrêmement vite et d'autres qui vont moins vite. On a donc des variations de vitesse et cela introduit une perturbation dans le système et qui se voit visuellement par ces bouffées. Toutes ces propriétés font des laves torrentielles une force de la nature dont le pouvoir de destruction est difficilement imaginable. Les plus spectaculaires se forment en Amérique du Sud, sur les pentes des Andes. Imaginez une coulée qui arrive devant votre maison, mais ce n'est pas juste de l'eau, ce sont aussi des cailloux qui font plusieurs mètres de haut et qui viennent percuter les murs de votre maison. Ça peut se produire en pleine nuit et ce n'est pas un seul événement, mais plusieurs qui vont se succéder à la suite. Plusieurs laves torrentielles à la suite, c'est le scénario catastrophe qui s'est produit au Venezuela. Au nord du pays, dans l'état de Vargas, des centaines de milliers de personnes habitent sur le littoral, le long de la mer des Caraïbes. Ici, la plupart des villes sont coincées entre la mer et la Sierra de Ávila, une chaîne de montagnes très abrupte, dont les sommets atteignent rapidement les 2000 mètres d'altitude. Le principal danger vient de ces canyons très étroits qui débouchent immédiatement sur les villes. Comme c'est le cas pour Carabayeda, 35 000 habitants. Nous sommes le 16 décembre 1999. Ces images spectaculaires ont été filmées le lendemain d'une des pires catastrophes de lave torrentielle au monde. Pendant près de 24 heures, des centaines de coulées chargées de près de 2 millions de tonnes de boue ont dévalé les pentes des montagnes. En arrivant sur le littoral, elles ont tout dévasté sur leur passage, ne laissant qu'un champ de ruines derrière elles. Sur les 300 000 habitants de la zone côtière, plus de 30 000 personnes sont portées disparues. Alors au Venezuela, en 1999, cette lave torrentielle a été particulièrement meurtrière parce qu'elle a eu plusieurs impacts. Le premier impact, c'est d'abord l'impact direct. Lorsque vous êtes dans la rue et que tout d'un coup, vous avez un écoulement torrentiel qui dévale votre rue, il faut courir très très vite. Ce sont des écoulements qui sont capables de se déplacer de plusieurs mètres par seconde. Donc les premières victimes sont les personnes qui ont été emportées par cette lave torrentielle parce qu'elle circulait à proximité. Ensuite, vous avez toutes les victimes qui ont été ensevelies, notamment quand elles se situaient au rez-de-chaussée ou dans les caves des bâtiments. L'écoulement a atteint des hauteurs de plusieurs mètres. On a en tête, je crois, entre 5 et 6 mètres au maximum d'épaisseur d'écoulement. Ensuite, vous avez une troisième catégorie de victimes qui sont, je dirais, toutes les victimes qui sont liées aux accidents de la route, qui sont provoqués par ces phénomènes. Vous allez avoir des routes qui, tout d'un coup, vont être coupées par ces laves torrentielles. Certains vont foncer directement dans ces écoulements. On va avoir des enchaînements ensuite d'accidents qui vont être aussi liés au nombre de victimes très très élevé. Et enfin, on a toute une catégorie de population qui a été emportée vers la mer, qui a malheureusement été complètement ensevelie par cette coulée. Pour bien se représenter l'envergure de cette catastrophe, il faut la comparer à cette lave torrentielle filmée en Suisse. Dans le cas du Venezuela, la quantité de boue qui a recouvert la ville a été plus de 1000 fois plus importante.
Les nombreuses bouffées successives, souvent très épaisses, vont rendre d'autant plus difficile toute opération de sauvetage. Comment la nature a-t-elle pu générer une telle force destructrice? Pour le comprendre, les scientifiques se sont intéressés au bassin versant des rivières locales. Autrement dit, la surface qui alimente en eau le cours d'eau principal. Ce bassin versant se situe sur les pentes les plus raides de la Sierra de Ávila, un relief propice à la naissance des laves torrentielles. Ces laves torrentielles se sont produites dans un bassin versant qui est un petit peu original. D'une part, les pentes sont extrêmement fortes, supérieures à 40 degrés. C'est plus fort qu'une piste noire dans les Alpes, pour ceux qui font du ski. Ces versants de montagne forment le bassin de réception du Rio San Julián. Ici, les blocs de pierre étaient à la limite du dévalement. Les scientifiques parlent de pente d'équilibre. Lorsque l'eau des fortes précipitations a ruisselé le long de ces pentes, elle a alors donné l'impulsion nécessaire qui a entraîné le déséquilibre de ces blocs de pierre. Un mécanisme physique qui crée la matière première des laves torrentielles. Elles vont alors emprunter les anciens lits des torrents de montagne. Au Venezuela, ce sont toute une série de petits torrents qui forment ce qu'on appelle aussi des ravines. Ces ravines n'avaient pas fonctionné depuis des années, donc elles étaient toutes marquées par un stockage sédimentaire important. Donc toutes ces ravines ont commencé à fournir des laves torrentielles qui ont commencé ensuite à se concentrer dans la vallée principale. Et ensuite, eh bien, vous avez eu une concentration qui était tellement importante que la vallée principale était complètement remplie de sédiments et ça a commencé ensuite à dévaler les pentes beaucoup plus en aval. Cette vallée principale forme le chenal d'écoulement de la lave torrentielle. C'est dans ce goulet étroit qu'elle prend sa forme la plus spectaculaire, autrement dit un écoulement puissant qui pousse des blocs de pierre de plus en plus imposants. À partir de là, elle devient une menace redoutable pour la population. En termes de pression d'impact sur les laves torrentielles, on est à plusieurs dizaines de tonnes par mètre carré. Pour comparer, au niveau d'un cyclone, avec des vents à 250 km/h, on est seulement à 0,3 tonnes par mètre carré. Donc on a quasiment 75 fois plus de pression d'impact avec une lave torrentielle que lors d'un cyclone, donc ce qui est énorme. Si on se réfère à un exemple de bloc qui ferait 5 mètres de diamètre dans une lave torrentielle, il représente une énergie qui est équivalente par exemple à un gros camion lancé à 80 km/h. En ayant en plus à l'idée que vous allez avoir à l'arrière toute une série de sédiments. Donc il faut imaginer que vous avez un premier impact et ensuite toute la vague sédimentaire qui va arriver derrière vous. C'est avec cette puissance terrible que la lave torrentielle atteint désormais la dernière étape de sa course. Un territoire souvent densément habité, mais qui est aussi la zone de dépôt de ces masses boueuses. À Carabayeda, une grande partie de la ville était construite sur ce que les scientifiques appellent le cône de déjection. C'est un endroit relativement plat à la base du versant, généralement colonisé par les hommes, qui a une pente extrêmement faible de l'ordre de quelques degrés. La lave torrentielle va s'arrêter à cet endroit-là justement parce que les pentes sont faibles et qu'elle n'a plus assez d'énergie pour parcourir un chemin plus important. La ville de Carabayeda a été entièrement bâtie sur le cône de déjection des anciennes laves torrentielles. Plusieurs siècles d'urbanisation plus tard, l'homme a oublié le risque de venir s'installer sur ces zones. Ce 15 décembre 1999, la nature lui a douloureusement rappelé que les laves torrentielles peuvent être dévastatrices s'il ne fait rien pour s'en prémunir. Et pourtant, de tels systèmes de protection existent, comme par exemple en France. On observe un certain nombre de mouvements de terrain, notamment dans les zones de montagne, les Alpes et les Pyrénées. Globalement, on va considérer que dans ces régions, environ les 2/3 des communes des zones alpines et des zones pyrénéennes sont potentiellement affectées par les mouvements de terrain du fait de la présence de pentes. Parmi les mouvements de terrain qui menacent les communes françaises, cette lave torrentielle filmée en mai 2016 en Savoie. Un phénomène souvent difficile à prévoir. Alors comment les hommes peuvent-ils s'en prémunir aujourd'hui ? Pour découvrir les solutions qui existent, il faut se rendre aux portes de Grenoble.
En plein cœur de la vallée du Grésivaudan coule le torrent du Manival. Un petit cours d'eau placé sous haute surveillance. Avant les premières mesures de protection au XIXe siècle, ces laves torrentielles étaient parmi les plus redoutées des Alpes du Nord. Le torrent du Manival est emblématique par le nombre de personnes qui habitent sur son cône de déjection. On a une urbanisation qui, depuis les années 80, s'est fortement installée avec des milliers de personnes qui vivent à proximité du torrent du Manival. C'est un cône de déjection qui présente une très forte pente, qui est très ample, qui est connu pour l'immensité de son activité torrentielle. Pour protéger la population contre cette activité torrentielle, le service de restauration des terrains en montagne est chargé depuis plus de 150 ans de maîtriser les écoulements. Première mesure au XIXe siècle, reboiser les pentes de son bassin versant afin d'éviter l'érosion des sédiments. Les ingénieurs se sont également intéressés au lit du torrent. Il est aujourd'hui entrecoupé d'ouvrages dits de protection active. Notre objectif, c'est d'éviter au maximum qu'il y ait des matériaux qui arrivent dans cet écoulement. Donc on essaye de stabiliser les zones qui peuvent être productrices de matériaux. On a pour ça des ouvrages de correction torrentielle. On en a un exemple derrière moi. C'est une succession d'escaliers, de seuils et barrages atterris qui permettent de tenir le lit du torrent, d'éviter qu'il s'incise, de tenir les berges également. Lorsque les 170 barrages ne suffisent pas à éteindre la fureur d'une lave torrentielle, d'autres mesures de protection existent encore. Des ouvrages très étudiés ont été bâtis au niveau du cône de déjection, des digues en forme de V. Les digues en V, ce sont des digues qui vont permettre le recentrage des écoulements pour les mettre dans un lit principal qui ont permis de stopper les impacts sur les habitations qui étaient situées à l'aval. Ces ouvrages de protection ont aujourd'hui prouvé leur efficacité. Sur le Manival, on n'a pas vu de lave torrentielle depuis plus de 10 ans. Au fil des dernières décennies, ce système a été déployé dans de nombreuses zones à risque. Au total, le service de restauration des terrains de montagne entretient en France plus de 300 zones de dépôt et 16 000 barrages de correction torrentielle. Un travail titanesque qui porte ses fruits. Ces images, capturées à Saint-Julien-Mont-Denis, en Savoie, illustrent comment se comporte une lave torrentielle dans un cours d'eau doté d'ouvrages de protection. Sa force est bien moindre et elle reste maintenue dans son lit. Mais sur la planète, il existe un autre phénomène de coulée boueuse bien plus difficile à prévoir. Car celle-ci dépend directement d'une autre force de la nature, les volcans. Si les éruptions volcaniques produisent majoritairement explosions, coulées de lave ou encore nuées ardentes spectaculaires, ces montagnes de feu peuvent aussi causer un autre genre de catastrophe, aux conséquences tout aussi destructrices. Les scientifiques appellent ces phénomènes des lahars. Ils forment des coulées de débris composées de cendres volcaniques. Cette cendre a été déposée lors de l'éruption sur les pentes du volcan. Il suffit d'une pluie intense pour mobiliser ce matériau léger et transformer l'eau des rivières en des masses boueuses très dangereuses. Si les lahars peuvent dévaster les pentes de presque tous les 1500 volcans actifs de la planète, une région est particulièrement touchée. Elle se situe sur la fameuse ceinture de feu du Pacifique, en Asie. C'est l'une des zones volcaniques les plus actives au monde. Et parmi les pays les plus concernés, l'Indonésie. L'Indonésie est un des pays les plus emblématiques de ces lahars. D'ailleurs, le lahar est un terme d'origine indonésienne. C'est à la fois un pays qui est caractérisé par la présence de nombreux volcans. On a plusieurs centaines de volcans actifs sur l'Indonésie. On a plusieurs îles qui sont composées de cette activité volcanique. La plupart de ces volcans ont une particularité indispensable dans le déclenchement des lahars. Ce sont des volcans explosifs. Autrement dit, leur éruption est brutale et rejette des matériaux. Leur signe distinctif, des gigantesques nuages de cendres qui peuvent s'élever à plusieurs kilomètres de hauteur. Mais comment un volcan peut-il produire une telle quantité de matière?
Pour le comprendre, il faut se rendre dans ses entrailles. Ici, tout commence par le magma, qui est poussé vers le sommet du volcan. Mais lorsque celui-ci est bouché, ce liquide visqueux reste bloqué et s'accumule sous le cratère. Quand la pression devient trop forte, le dôme du volcan explose. Un panache de matériaux, de liquide, de gaz et surtout de cendres est libéré subitement. Ce mélange se répand en quelques secondes sur plusieurs kilomètres à la ronde. On appelle ces volcans des volcans gris, par opposition aux volcans rouges qui rejettent de la lave. Et parmi ces volcans explosifs, le plus connu est le Merapi. Le volcan Merapi est situé sur l'île de Java, l'une des îles principales de l'Indonésie, puisque c'est sur cette île que se trouve la capitale et presque la moitié de la population indonésienne. Il fait autour de 2960 mètres d'altitude. Et il est assez connu dans le monde scientifique pour être l'un des volcans les plus actifs de la planète. Le 26 octobre 2010, le Merapi va connaître son éruption la plus importante depuis presque 150 ans. Une activité volcanique qui va se prolonger sur plus de 2 mois. Et ce qui inquiète particulièrement les autorités, ce sont ces nuages de cendres qui se déposent en masse sur les versants de cette gigantesque montagne. Le mont Merapi produit des nuages de cendres depuis hier après-midi. Il monte jusqu'à 6500 mètres d'altitude. Et il recrache aussi de nombreux débris et de gros matériaux qui retombent en proximité des villages. Ces cendres volcaniques retombent jusqu'à 10 km à la ronde et recouvrent d'un épais manteau gris des villages entiers. Plus de 350 000 personnes doivent évacuer cette zone devenue invivable. Au bout de quelques semaines, alors que l'activité volcanique se calme, un autre phénomène, cette fois-ci climatique, va confronter les habitants à un nouveau risque, les pluies torrentielles. En effet, cette période, c'est le début de la mousson sur l'île de Java. Ces vents chargés d'humidité viennent de la mer. Une fois qu'ils se heurtent à des reliefs tels que des volcans, des nuages s'accumulent et libèrent une quantité exceptionnelle de pluie. Dès que vous avez une pluie qui va arriver sur ces sols qui sont composés de cendres, vous imaginez très bien que ces cendres n'ont pas beaucoup de résistance. Lorsque vous brûlez quelque chose, vous verrez que ces cendres, on souffle dessus, elles s'envolent. Vous imaginez que si vous avez des pluies suite à une mousson qui arrive sur ces cendres, le mélange sédimentaire entre ces cendres volcaniques et l'eau se fait beaucoup plus facilement et on peut donc avoir de déclenchement de lahars extrêmement fréquents. Si l'éruption volcanique du mont Merapi se calme au bout de 2 mois, elle fera pourtant 350 victimes. Quant aux lahars, ils ne font que commencer. Pendant plus de 5 ans, près de 450 coulées boueuses vont dévaler les pentes raides du volcan, menaçant les populations. Au XXe siècle, les lahars auront été responsables de près de 40% des décès causés par les volcans dans le monde. Cette force de la nature peut être encore plus meurtrière que les éruptions volcaniques. Très souvent, les lahars se produisant beaucoup plus loin en aval que les éruptions elles-mêmes, ils menacent des populations qui ne sont pas nécessairement concernées immédiatement par les effets de l'éruption. Donc il y a beaucoup plus de populations exposées et dans certains cas, les lahars font plus de victimes que les éruptions elles-mêmes. Dans le monde, plus de 500 millions de personnes vivent au pied des volcans et presque autant sont soumises au risque des lahars. Mais il est une ville en Colombie qui ne s'attendait pas du tout à être un jour touchée par cette menace de la nature. C'est la ville d'Armero. Ici, un océan de boue a englouti des milliers de victimes. Quand vous avez des personnes qui sont piégées dans la boue qui est déposée par les lahars, il faut agir très vite pour éviter justement que cette personne subisse les effets de succion de la boue et surtout la boue va commencer à sécher et peut également menacer l'intégrité physique d'une personne qui est piégée. Une catastrophe naturelle qui fait en tout plus de 23 000 morts.
Un désastre provoqué par des lares qui ont rayé de la carte la ville d'Armero. Pour comprendre ce qui s'est passé, les volcanologues ont étudié le principal volcan de la région, le Nevado del Ruiz, qui atteint plus de 5300 mètres d'altitude. Son cratère, resté inactif pendant plus d'un demi-siècle, est recouvert d'un important glacier. Mais ce 11 septembre 1985, le volcan se réveille de nouveau. Et ces importantes coulées de lave vont avoir un effet direct sur sa calotte glaciaire. Lors d'une éruption volcanique, vous avez bien évidemment cette lave qui va sortir du volcan, qui a une certaine chaleur. Si en plus sur votre volcan, vous avez un glacier qui est situé, ben vous allez avoir un choc qui va se faire thermique entre un glacier qui est très très froid et un volcan qui lui au contraire est très très chaud. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle également une débâcle glaciaire. Ce glacier va fondre de manière très très rapide. Alors on a une idée à peu près sur les volumes qui concernent cette catastrophe d'Armero. C'est plusieurs dizaines de millions de mètres cubes. Donc il faut s'imaginer des surfaces extrêmement importantes de sédiments qui ont été complètement incorporés par la fonte de cette lave et de ce glacier à la surface. Mais à l'époque, malgré les avertissements des scientifiques, les autorités colombiennes sous-estiment l'une des caractéristiques principales des lahares. Les lahares sont connus pour connaître une plus grande mobilité de leurs écoulements que les laves torrentielles et notamment pouvoir se propager sur des pentes faibles et donc sur de très grandes distances, parfois quelques dizaines voire centaines de kilomètres du point de l'éruption. Le village d'Armero n'aurait pas dû être impacté par une lave torrentielle classique ou un lahar classique, mais là, cette débâcle glaciaire, avec ses volumes considérables, font que cette ville qui était située à 60 km a été complètement dévastée par le lahar. La ville sera touchée par plusieurs vagues de lahar, dont une qui a été estimée par les scientifiques à plus de 30 mètres d'épaisseur. Une catastrophe qui décime en quelques heures les 2/3 de sa population. Au total, les lahares auront fait plus de 200 000 sinistrés dans la dizaine de villes touchées par ces coulées boueuses destructrices. Si ces catastrophes meurtrières restent heureusement rares sur la planète, qu'en sera-t-il dans les prochaines années? Les scientifiques annoncent déjà une augmentation de la température terrestre. Le réchauffement climatique a une influence sur ces coulées boueuses. C'est en haute montagne que les conséquences apparaissent déjà, comme par exemple dans les Alpes où les températures devraient augmenter de plusieurs degrés. Un réchauffement qui a un impact direct sur les sols de montagne gelés en permanence, le permafrost. La température diminue avec l'altitude. Donc une partie de la montagne est toute l'année en dessous de 0 degré. 0 degré, c'est l'isotherme en dessous duquel on a du permafrost, du sol gelé en permanence. Cette couche de permafrost est une couche de gel qui va, notamment dans les fractures de la roche, opérer comme un ciment et faire tenir les blocs de rocher entre eux. Globalement, vous imaginez une faille et cette faille, elle est remplie d'un ciment qui est la glace. Petit à petit, avec l'augmentation des températures, on a plus cette couche ciment qui va permettre de solidariser l'ensemble des blocs entre eux. Et donc, progressivement, on pourra avoir des chutes de blocs individuelles associées à cette perte de ciment qui correspond au permafrost. Première conséquence, une augmentation de ces chutes de blocs. Ces images spectaculaires ont été capturées en Suisse le 11 octobre 2015. Ce jour-là, près de 2000 mètres cubes de matériaux se détachent du rocher Mel de la Niva. Deuxième conséquence, sous les glaciers, un autre danger invisible menace la population. Car ces zones gelées en permanence peuvent renfermer des poches d'eau gigantesques. Avec le réchauffement climatique, ces poches grossissent et risquent de se vider brutalement. Les scientifiques considèrent que ces grandes quantités d'eau et de matériaux disponibles peuvent déclencher des laves torrentielles records qui pourraient s'abattre sur les villages en contrebas. Ce qu'on peut craindre avec le réchauffement climatique, c'est qu'on ait déclenchement de laves torrentielles dans des zones
qui pour l'instant n'en produisent pas, donc être en quelque sorte surpris par ces évolutions futures. Un scénario catastrophe qui fait encore débat chez les scientifiques. Car le réchauffement en cours pourrait entraîner des effets inattendus. On a des effets qui s'opposent. On a tout d'abord la fonte du permafrost en altitude, mais on a également un autre effet qui, lui, limite le fonctionnement des laves, c'est la remontée en altitude de la végétation. Car ce couvert végétal fixe les sols et permet de limiter la formation des coulées boueuses. Et donc on a deux effets contraires qui s'opposent, et qui va gagner, ben je ne sais pas encore. Les experts annoncent au XXIe siècle des épisodes de pluie plus rares, mais beaucoup plus intenses. Avec le risque qu'ils déclenchent des coulées boueuses encore plus dévastatrices, car les hommes sont impuissants face à ces forces de la nature.